placé sous le signe de la jeunesse. Enfin, 29 novembre 1945, proclamation de la République populaire de Yougoslavie. Le maréchal Tito prend la tête du pays. Bonsoir à tous, bienvenue. 83 chefs d'État et de gouvernement participent aujourd'hui à Abidjan au 5e sommet Union africaine-Union européenne. Au menu des travaux, les questions de sécurité, d'emploi jeune et d'immigration. L'hôte de cette rencontre, le président ivoirien a prononcé en premier un discours. Alassane Ouattara a appelé tous les pays participants à prendre des décisions fortes pour réduire le chômage des jeunes Africains et favoriser la paix sur le continent. Le chômage des jeunes en Afrique, plusieurs facteurs sont à la base de cette situation. Mais quelle stratégie pour lutter contre ce fléau? On en parle avec Jean-Jacques Kwame-Alain. Comment investir de façon efficace et efficiente dans la jeunesse afin de lui garantir un avenir radieux? Une préoccupation partagée d'un continent à un autre, mais elle est vécue avec acuité en Afrique. Le continent compte le plus de jeunes au monde, avec 200 millions d'habitants, âgés entre 15 et 24 ans, selon les estimations de la Banque mondiale. Quand l'Union africaine chiffre le taux de chômage autour de 31%. Et pourtant, ce ne sont pas les initiatives qui manquent de la part des pouvoirs publics. Jusque-là, les efforts sont en majorité orientés vers le développement du capital humain. Au regard des défis nouveaux, il convient de revoir l'approche. L'approche était d'investir dans l'éducation, d'investir dans la santé et on se limitait à cela. On est rentré dans un avenir du numérique et les gouvernements africains doivent s'adapter à cela. Face au chômage endémique, le concept de l'entrepreneuriat est de plus en plus évoqué comme solution. En la matière, Youssouf Karis fait office de modèle. Ce jeune Ivoirien est le fondateur d'un fonds d'investissement qui opère dans le secteur de l'immobilier. Il avoue, la jeunesse africaine ne manque pas de potentiel. Je pense que l'Afrique fait peur aujourd'hui parce que sa jeunesse est forte. Sa jeunesse est forte, elle est talentueuse, elle est innovante. Il y a juste le déclic qui manque. Et ce déclic-là, effectivement, il faut qu'on arrive à l'encadrer, il faut qu'on arrive à le penser, à le prévoir. Être entrepreneur, ce n'est pas un choix par défaut. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à présenter l'entrepreneuriat comme une solution au chômage, mais en fait, on n'entreprend pas par défaut. Quand on entreprend, c'est par choix. C'est parce qu'on a décidé de le faire et ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas de boulot. Parce que c'est beaucoup plus dur d'entreprendre que de trouver un travail. Et ça, il faut le comprendre. Encadrer les candidats à l'entrepreneuriat, c'est aussi l'avis du docteur Samuel Maté. Nous avons fait une étude qui a démontré que les 3 choses qui bloquent initialement l'entrepreneuriat en Afrique, c'est l'accès au financement, c'est la fiscalité et c'est l'accès au marché et aux contrats. Tout comme l'entrepreneuriat, une autre démarche s'impose pour endiguer le chômage des jeunes, selon nos 2 spécialistes. Il s'agit d'une réforme absolue du système de formation pour une meilleure adéquation avec le monde du travail. Réduire le chômage des jeunes Africains, c'est aussi mettre fin au phénomène migratoire. Les membres de l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique se sont retrouvés récemment pour discuter de l'immigration et proposer leurs solutions aux dirigeants africains. Les explications de Doigt de Laser. Méditerranée, le cimetière des jeunes migrants africains. Plus de 10 000 jeunes africains ont perdu la vie en mer tentant de rejoindre l'Europe. Malgré ce chiffre alarmant, le phénomène prend de l'ampleur. Pour ces jeunes migrants, l'Eldorado, c'est l'Europe. Selon les responsables de l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique, la flambée du mouvement migratoire vers l'Occident découle du mauvais contrat socio-économique entre les États africains et leurs colonisateurs. L'Afrique est le seul continent qui est capable de faire de la croissance. Et donc ça, c'est des données qui très souvent ne sont pas présentées à nos jeunes et qui font qu'on a l'impression que l'Eldorado, c'est l'Europe. Et donc tout le monde veut courir vers l'Europe. Alors donc nous tenons cet atelier pour dire que les accords doivent être revus entre l'Europe et l'Afrique. Et comme l'a dit le président Alpha Condé, c'est le lieu maintenant de couper le cordon ombilical de sorte à renégocier les choses avec l'Europe. Les accords de partenariat économique qui sont signés entre l'Afrique et l'Europe, qui sont à la base du mal développement en Afrique. Que ces politiques migratoires soient élaborées avec toutes les parties prenantes. Tout est concentré dans les capitales. Il nous faut avoir une politique, par exemple, de promotion de villes secondaires qui permet justement aux jeunes ruraux
de pouvoir développer leurs capacités au sein des territoires où ils sont nés. Le sommet Union africaine, Union européenne qui se déroule à Abidjan les 29 et 30 novembre 2017 est une aubaine pour les organisations de la société civile, la jeunesse africaine et les gouvernants de trouver des réponses adéquates à ce fléau des migrants qui endeuille des milliers de familles africaines. Autre actualité, 18 bourses d'études octroyées à des étudiants inscrits dans des programmes de formation professionnelle. C'est une initiative du secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique. Les bénéficiaires pourront ainsi poursuivre leurs études à l'étranger. Les détails avec Serge Coléa. 18 étudiants ivoiriens bénéficiaires de bourses d'études. Issus d'établissements professionnels, ces apprenants vont pouvoir se perfectionner au Maroc. Ce voyage s'inscrit dans le cadre de la coopération ivoiro-marocaine. C'est une véritable opportunité que leur pays, la Côte d'Ivoire, à travers sa coopération avec le Maroc, leur offre, parce qu'ils sont meilleurs, continuent à être meilleurs et après les études, venir se mettre au service de leur pays qui a amorcé sa dynamique d'émergence. Pour le secrétaire d'État, la formation professionnelle constitue une réponse à l'immigration irrégulière. La formation professionnelle est l'une des réponses. D'ailleurs, nous avons un programme avec notre agence l'AGFOP, mise en place par le ministère de la promotion de la jeunesse et le ministère de l'intégration africaine, qui permet de prendre en charge certains immigrés qui sont de retour et leur donner une formation professionnelle de qualité. Parmi les bénéficiaires figurent Véronique Assiba et Franck Nadjo. Honorés à l'occasion de la journée de l'excellence, ces étudiants ont promis redoubler d'efforts comme leurs camarades pour se faire les dignes représentants de la Côte d'Ivoire au Maroc. Le ministre l'a dit, nous partons encore en mission. Voilà, nous partons représenter la Côte d'Ivoire. Donc nous ne pouvons que donner ce que nous avons. Ce qui nous a même amené ici aujourd'hui, c'est le travail toujours. Et je peux encore promettre au président et au ministre que nous allons revenir avec de très bons résultats. Cette cérémonie de remise de bourses d'études aux meilleurs élèves de la formation professionnelle vise à inculquer aux apprenants la culture de l'excellence, veut cher au président de la République Alassane Ouattara. Des awards, des récompenses pour célébrer les meilleurs acteurs de la sécurité routière en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie s'est déroulée le 25 novembre dernier dans la commune de Cocody. Il s'agit pour l'organisation non gouvernementale Lueur d'Espoir de réduire les accidents de la circulation. On fait le point avec Dangui Dangui. La Côte d'Ivoire est classée 31e sur 34 pays africains à enregistrer le plus d'accidents de la circulation selon un rapport de l'OMS. Pour la seule année 2015, les accidents de la circulation ont fait environ 800 morts sur près de 9000 victimes sur toute l'étendue du territoire national. Parmi les survivants de ces accidents de la circulation, plusieurs d'entre eux sont réunis au sein de l'ONG Lueur d'Espoir. Ils ont décidé de se mobiliser à travers les awards de la sécurité routière pour réduire l'insécurité sur les routes et plaider pour une célérité dans les indemnisations et une politique d'accessibilité des personnes vulnérables aux polices d'assurance. Nous sommes venus célébrer le triptyque innovation, excellence, qualité. L'objectif, c'est de donner à ces victimes-là des prestations de qualité et que les gens se mettent véritablement au service de ces victimes-là, et qu'ils soient pris en charge et qu'ils soient vraiment dans des conditions assez adéquates, idoines pour répartir dans la vie. L'ONG Lueur d'Espoir a saisi l'occasion de cette première édition des Awards de la sécurité routière pour donner des prix dénommés COLA à quelques institutions qui ont fait preuve d'efficacité dans la lutte contre les accidents de la route. C'est une cérémonie d'une importance capitale. Parce que la vie n'a pas de prix. Nous sommes donc heureux d'être ici ce soir pour magnifier la sécurité routière et surtout magnifier la vie. Ce sont les hommes qui sont principalement la cause de tous ces accidents et de toutes ces victimes que nous déplorons. Et c'est encore plus déroutant, plus révoltant quand on sait que dans la plupart des cas, il s'agit d'accidents qu'on aurait pu éviter en respectant simplement le code de la route. La deuxième édition des Awards de la sécurité routière
aura lieu au premier trimestre de l'année 2018 avec le même combat. Travailler à la sensibilisation et à la prévention des catastrophes sur les routes qui chaque jour attristent et endeuillent des familles. Affrontement interethnique sanguinaire au Soudan du Sud. Au moins 50 personnes ont été tuées dans la région est du pays. La Corée du Nord a procédé à un nouveau tir de missiles balistiques. Le pays affirme aujourd'hui avoir réalisé son objectif, devenir un État nucléaire. La Corée du Sud, les États-Unis et le Japon ont demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aux États-Unis, les étudiants face à une dette faramineuse. Elle dépasse en effet les 1000 milliards de dollars. 29 novembre 1945, l'Assemblée constituante à majorité communiste proclame la République populaire de Yougoslavie. Le roi Pierre II s'exile aux États-Unis, laissant la place au maréchal Tito. Ce dernier a pouvoir et autorité. Les explications de Dangui Dangui. À l'heure de la proclamation de la République populaire de Yougoslavie, l'homme à la tête des communistes yougoslaves, Josip Broz, va très rapidement s'affranchir de la tutelle soviétique. La Yougoslavie devient alors le porte-drapeau des pays non alignés à l'URSS et ainsi le mauvais élève du monde communiste. Tito, de son vrai nom Josip Broz, est né en 1892 en Croatie, alors Autriche-Hongrie. En 1913, il entre dans l'armée austro-hongroise et est fait prisonnier par les Russes en 1915. En avril 1917, il est arrêté pour avoir organisé des manifestations de prisonniers de guerre. Il s'évade et rejoint les manifestations de Saint-Pétersbourg des 16 et 17 juin 1917. En 1920, il s'engage ensuite dans l'armée rouge et devient membre du Parti communiste de Yougoslavie, parti qui est très vite interdit. Il opère clandestinement en tant qu'agent de 1923 à 1928, ce qui lui vaut 5 ans de prison. Il est nommé par Staline en 1936, secrétaire général du Parti communiste de Yougoslavie. Alors les Allemands envahissent la Yougoslavie en 1941. Tito se révèle être un leader charismatique et organise la résistance des communistes contre les nazis. Après la libération, les élections sont organisées avec le soutien de l'Union soviétique. L'Assemblée nomme Tito Premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Il y traque les collaborateurs. La monarchie est abolie et Tito proclame la République fédérale populaire de Yougoslavie en novembre 1945 et devient président de la République en 1953. Il se débarrasse de l'emprise de Staline en 1948 pour rendre le pays indépendant et intéresse alors les pays occidentaux. Penchant pour le socialisme, Tito devient, dès 1961, chef de file de la politique de non-alignement dans le conflit qui oppose les USA à l'URSS. Tito réprime toute forme d'opposition. Il met en place une dictature jusqu'à sa mort en organisant un culte de la personnalité et se déclare président à vie en 1974. Il meurt en 1980 à l'âge de 87 ans. Merci de nous avoir suivis.